Alors, comment un petit port, vraiment au bout du monde, a-t-il pu non seulement survivre, mais carrément prospérer en pleine guerre civile et religieuse? Eh bien, c'est l'histoire assez surprenante qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va parler du port de Brest, à la toute fin du XVIe siècle. Ok, pour bien comprendre le truc, il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin des années 1500. La France, à ce moment-là, elle est complètement déchirée par les guerres de religion. Et tout là-bas, à l'ouest, il y a Brest. Comme on le voit ici, le port est isolé géographiquement. C'est une position super stratégique, oui, mais aussi terriblement vulnérable. Tout le monde le voulait, les Espagnols, les Anglais. Franchement, dans des conditions pareilles, imaginez, les routes terrestres sont coupées, les mers sont pleines de navires ennemis. Logiquement, tout le commerce aurait dû s'arrêter net, fini, c'était perdu d'avance. Sauf que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est ça, la grande question. Pourquoi? Et la clé de cette énigme, elle se trouve dans un truc assez incroyable. Une trouvaille inattendue, ces quelques pages, là, miraculeusement conservées. C'est un simple registre de comptes, des impôts en fait, qui a survécu plus de 4 siècles. C'est grâce à ce document, qui est juste exceptionnel, qu'on peut aujourd'hui reconstituer la vie économique d'un port qui était, pour ainsi dire, en état de siège. Alors, pour comprendre comment Brest a pu prospérer, on doit d'abord comprendre comment le port a fait pour survivre, tout simplement. Et tout commence par son approvisionnement. C'était sa véritable ligne de vie dans ce monde en guerre. Pour piger le commerce de Brest, il faut qu'on parle d'un produit qui peut sembler banal aujourd'hui, le sel. Mais attention, à cette époque, le sel, c'est bien plus qu'un condiment. C'est, en quelque sorte, le frigo du XVIe siècle. C'était absolument indispensable pour conserver la nourriture et surtout le poisson, qui était la base de toute l'économie locale. Et les besoins, ils étaient juste énormes. Le registre, justement, nous donne un chiffre hyper précis. Chaque année, en moyenne, c'était 66 tonnes de sel qui arrivaient à Brest. 66 tonnes! Pour qu'on se fasse une idée, c'est à peu près le poids d'une dizaine d'éléphants. C'est une quantité colossale. Et ça montre bien à quel point ce truc était vital. Mais ce qui est vraiment génial avec ce registre, c'est que ça met des noms sur les chiffres. Ce ne sont pas que des statistiques froides. Non, là on voit les noms des transporteurs, comme cet Yvon Boscol. C'étaient des vrais gens, des marins du coin qui, avec leurs petits bateaux, prenaient des risques de dingue pour que la ville puisse survivre. Ok, il y avait le sel, mais ce n'était pas tout. Pour faire tenir la population et les soldats, il y avait un autre produit, tout aussi essentiel, qui irriguait littéralement l'économie de Brest. Ça peut paraître étonnant, mais l'autre produit vital, c'était le vin. Et oui, la Bretagne, avec son climat, on le sait, n'était pas vraiment une terre de vignobles. Impossible de produire son propre vin. Du coup, c'était un produit de première nécessité. C'était central dans l'alimentation, dans la vie sociale, il fallait absolument tout importer. Et là encore, les quantités sont juste hallucinantes. Ce graphique, il est basé sur les vrais chiffres du registre pour l'année 1594 et il parle de lui-même. Plus de 1500 tonnes de vin importées en une seule année. C'est la preuve qu'il y avait un flux commercial super intense et surtout constant. Et encore une fois, ce qui est fou, c'est que le registre nous donne tous les détails. On a la liste des navires, d'où ils viennent, Audierne, Crozon, est-ce qu'ils transportent du vin de Gascogne. Petit à petit, ça nous dessine l'image d'un véritable réseau commercial régional qui était hyper efficace, même en pleine guerre. Bon, d'accord, Brest importe du sel, du vin, en masse. Mais la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on payait tout ça? D'où venait l'argent pour financer cette survie? Eh bien, la réponse, elle se trouve juste à côté, dans les campagnes. La grande richesse de la Bretagne, à l'époque, c'était ces fameuses toiles. Des tissus de lin et de chanvre d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Leur réputation allait bien au-delà de la région. C'était ça le vrai moteur de l'économie locale. Et ça, le registre des exportations le confirme noir sur blanc. Sur la période entre fin 1592 et 1594, on parle de plus de 1400 balles de toile qui sont parties de Brest. C'est un chiffre énorme et ça nous montre que le port n'était pas juste une porte d'entrée pour les produits de survie, c'était aussi une grande porte de sortie pour la richesse locale. Alors là, attention, c'est un point super important pour bien comprendre la suite. Il ne faut pas confondre les toiles et les draps. C'est simple, les toiles, c'est le lin breton, un tissu léger, c'est ce que Brest exporte. Les draps, c'est de la laine, un tissu lourd, souvent fait à l'étranger. Et ça, Brest l'importe. On a donc deux textiles et deux flux commerciaux complètement opposés. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Parce que la destination de ces fameuses toiles bretonnes, eh bien, elle va à l'encontre de toute la logique politique de l'époque. Petit rappel du contexte, officiellement, la France, qui est catholique, est en conflit quasi permanent avec l'Angleterre protestante d'Élisabeth Ier.
Ce sont deux superpuissances rivales, quoi. Elles sont en pleine lutte d'influence politique et religieuse dans toute l'Europe. Et pourtant, quand on regarde à nouveau ce registre des exportations, la colonne qui indique la destination des bateaux, elle révèle un secret incroyable. La destination qui revient tout le temps pour ces navires chargés de toile, c'est Angleterre. Oui, l'Angleterre. En pleine guerre, Brest faisait du business avec l'ennemi juré. Cette phrase, elle vient de l'étude historique qui analyse ces registres, et elle résume tout. C'est complètement paradoxal, mais ça nous dit une chose. Malgré les guerres et les conflits entre les rois et les gouvernements, sur le terrain, le commerce continuait. Le pragmatisme, les besoins économiques, tout ça était plus fort que les grandes querelles politiques. Alors, au final, qu'est-ce qui nous racontent ces registres? C'est quoi le secret de la résilience de Brest? En fait, la stratégie de Brest, elle était d'une efficacité redoutable. C'était simple au fond. D'un côté, on assure l'importation des produits vitaux, le sel et le vin. De l'autre, on finance tout ça en exportant ce qu'on produit de mieux, les fameuses toiles. Et pour que ça marche, les marchands de Brest ont été pragmatiques. Ils ont fait passer le commerce avant la politique. Et par là, ils ont fait de leur port un carrefour vital, absolument indispensable pour toute la région. Donc, pour conclure, ce que cette analyse nous montre, c'est que Brest n'était pas un géant du commerce mondial. Pas à l'échelle de l'Europe en tout cas. Mais c'était un vrai centre névralgique pour toute la Bretagne. Un organisme économique super complexe et surtout incroyablement résistant qui a su traverser une des pires tempêtes de l'histoire. Cette histoire de Brest, sauvée de l'oubli par un simple cahier de comptes, ça nous rappelle une chose importante. La grande histoire, celle des rois et des batailles, ce n'est qu'une partie du tableau. Et ça fait réfléchir. On peut se demander combien d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de résilience, de ténacité humaine, dorment encore quelque part dans des archives et attendent juste que quelqu'un vienne tourner les pages.